Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant de débuter, avant toute chose, bonne année. Et oui, cette vidéo est la première en 2022, je vous souhaite alors plein de bonnes choses, de vous porter bien, d'être en bonne santé, et puis de réussir tous vos projets. Et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle ère qu'un sordide récit criminel. Et comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez en description les liens de mon compte Instagram et de Twitch également. Bien, maintenant que tout ceci est dit, débutons. Pour cette affaire, dirigeons-nous aux États-Unis, dans l'état de l'Oregon, puisque c'est là-bas que se trouve Marlène Gabrielsen, une jeune femme âgée de 20 ans en 1977. Marlène est mariée, pour son plus grand bonheur, elle vient de mettre au monde un petit bambin. Mais voilà qu'après ses 9 longs mois de grossesse et ses nuits écourtées durant les premières semaines, Marlène souhaiterait se retrouver avec son mari et décide d'engager une babysitter pour la journée afin qu'elle garde leur bébé. En effet, le jeune couple souhaite se rendre à une activité bien ancrée dans la culture américaine, un rodéo qui se trouve dans la ville de Sisters, toujours dans l'état de l'Oregon. Tandis que cette journée devait être un moment de rapprochement du couple, elle va prendre une toute autre envergure lorsque ceux-ci vont se disputer. Au point que Marlène, tellement en colère auprès de son mari, va lui expliquer qu'elle décide de quitter le rodéo et qu'elle va rentrer par ses propres moyens. Sur le chemin, un homme s'arrête au niveau de la jeune femme. Cette dernière lui expose sa situation et il lui propose alors de combler les 100 km qui la séparent de chez elle et de la petite ville de Lebanon. Pas inquiète, mais tout de même méfiante d'entrer dans le véhicule d'un inconnu, Marlène, lorsqu'elle pénètre à l'intérieur, vérifie l'ensemble de l'habitacle et ne trouve rien de suspect. La jeune femme s'installe donc confortablement dans la voiture. Et il faut préciser que cette dernière est totalement ivre, il est vrai qu'elle a beaucoup bu avant de quitter son mari. La longue ligne droite de la route défilant et l'alcool exerçant son effet, Marlène finit par s'endormir. Mais se sentant fortement secouée, elle finit par se réveiller et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit l'homme en train de la traîner par les chevilles à l'extérieur du véhicule. La femme est traînée sur le sol comme si elle n'était qu'un mannequin. Et alors qu'elle reprend ses esprits et qu'elle envisage de se débattre, l'homme sort un couteau et la menace. Il lui dit: tu feras tout ce que je te dis de faire. Il saisit le pantalon de la jeune femme au niveau de l'entrejambe, prend son couteau et découpe à cet endroit. Il lui ôte également ses bottes ainsi que le reste de ses habits et se met à la violer de manière brutale. Et lorsque son agresseur a fini ses affaires, il la regarde droit dans les yeux et lui demande: qu'est-ce que je vais faire de toi? Une situation hautement préoccupante à laquelle Marlène va réagir de façon très calme en lui répondant simplement: ramène-moi à la maison. L'homme l'observe un moment, puis finalement lui tend un vieux pantalon sale et lui dit qu'il va la ramener. Et effectivement, celui-ci est en train de la conduire en direction de la petite ville de Lebanon, et il lui demande sur le chemin également si elle souhaite devenir sa petite amie. Marlène, qui souhaite absolument garder son agresseur le plus calme possible, acquiesce et répond qu'effectivement elle deviendra sa petite amie. Puis, l'homme la dépose et s'en va. Aussitôt, la jeune femme se rend à l'hôpital le plus proche. Elle explique la situation et souhaite se faire analyser et déterminer le viol. Les résultats démontrent un gonflement ainsi qu'une déchirure vaginale, preuve que cette dernière a subi une agression sexuelle. En second lieu, la jeune femme se rend au commissariat pour exposer son histoire. Malheureusement, les policiers ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. Les agents qui écoutent le récit de la jeune femme sont réticents et même apathiques. Et bien que le récit de Marlène soit étayé par le pantalon sale, ainsi que les analyses en provenance de l'hôpital démontrant qu'elle a été violée, les policiers se permettent de remettre en cause sa version. Ils ne la croient définitivement pas. Et ils prennent le parti de ne pas agir. Marlène rentre donc chez elle. Un an plus tard, en décembre 1978, une jeune femme, Kay Turner, accompagnée de son mari et d'amis, se rend au camping Sherman pour y passer le réveillon de Noël. Notez que le camping Sherman se trouve proche de l'autoroute 20 qui traverse l'état de l'Oregon. Kay Turner est une femme très sportive et une coureuse aguerrie. Elle a déjà accompli des marathons et peu importe la météo, elle sortira courir coûte que coûte et tous les jours. Et le matin du réveillon de Noël ne fait pas exception. Kay Turner s'équipe et se rend à l'extérieur pour sa course quotidienne. Simplement, voici qu'après plusieurs heures de sortie, celle-ci n'est toujours pas de retour. Un comportement inhabituel chez la jeune femme qui inquiète aussitôt son mari,
qui décide de signaler sa disparition. Les autorités prennent l'affaire au sérieux et engagent des interrogatoires auprès de témoins potentiels lorsqu'ils tombent sur cet adolescent. Le jeune homme questionné par la police leur indique d'aller parler à John. Il fait allusion à John Arthur Ackroyd. Celui-ci travaille dans une usine qui se situe à proximité de l'autoroute 20, un secteur où Kay Turner est allé courir. Tom Hanna, un collègue de John Ackroyd, explique qu'il a vu le véhicule de ce dernier proche d'un endroit où Kay Turner faisait son jogging. En janvier 1979, les enquêteurs se rendent donc auprès de John Ackroyd pour avoir sa version des faits. Mais il n'est pas considéré comme un suspect, mais plutôt comme un témoin. Et celui-ci va effectivement confirmer qu'il a bel et bien vu Kay Turner courir non loin de son véhicule, mais les explications ne vont pas plus loin. 8 mois se sont écoulés depuis la disparition de Kay Turner, lorsque John Ackroyd se rend au camping Sherman pour indiquer qu'il a trouvé des restes humains. Et il précise qu'il a trouvé les restes de Kay Turner. Et il détaille qu'il est tombé sur les restes de Kay Turner parce qu'il a senti une horrible puanteur. Ce qui peut paraître surprenant 8 mois plus tard. La police va ramener John Ackroyd au commissariat pour le faire passer au détecteur de mensonges. Celui-ci va échouer, et notamment sur une question qui était « Avez-vous déjà touché Kay Turner ?» Celui-ci a répondu non, et le détecteur de mensonges s'est agité. Celui-ci va alors changer sa version des faits. Il raconte qu'en réalité, il a trouvé le corps de la jeune femme au mois de février précédent, mais qu'il n'a pas voulu prévenir les autorités de crainte qu'on le prenne pour le meurtrier. Les enquêteurs demandent donc à John Ackroyd de détailler l'état du corps lorsqu'il l'a découvert en février. Celui-ci indique qu'il y avait un trou au niveau de la poitrine dû à une balle, que la gorge de la jeune femme avait été tranchée et que des animaux avaient commencé à mâcher son cadavre. Et malgré des éléments curieux dans cette affaire, l'investigation n'ira pas plus loin et John Ackroyd rentrera chez lui. En juillet 1990, Rachanda Pickle, une jeune fille âgée de 13 ans, vit avec son frère Byron et sa mère Linda, ainsi que John Arthur Ackroyd. Le couple s'est marié lors de l'année 1985 et en apparence, les deux personnes semblent heureuses. Ackroyd s'attire les faveurs des deux enfants en distribuant de l'argent de poche, chose à laquelle ils n'étaient pas habitués, ce qui leur permet désormais de sortir et d'avoir des activités. Et désormais, vous le savez, dans ce genre d'affaires, la plupart du temps, les apparences sont trompeuses. Et ici, c'est le cas. Lorsque les portes de la maison sont closes, John Ackroyd est violent, très violent. Il arrive fréquemment que la jeune Rachanda se présente à l'école avec des hématomes sur le corps. Elle s'est même déjà présentée également avec une mèche de cheveux manquante. Byron n'échappe pas à l'environnement hostile créé par John Ackroyd, et il s'est déjà présenté plus d'une fois avec des hématomes sur le corps et les lèvres gonflées. Un été, Byron et Rachanda se rendent chez leur père biologique pour passer quelques jours. Le père trouve que le comportement de sa fille a fortement changé. Il installe alors Rachanda sur le canapé et entame une discussion avec elle, au cours de laquelle il va lui demander si quelqu'un l'a touchée de manière inappropriée. La jeune fille va répondre que oui. Et c'est ainsi que l'on découvre que celle-ci est victime d'attouchements sexuels. Rachanda se sent mal et peu à l'aise. Elle demande donc à retourner auprès de sa mère. C'est son oncle qui viendra la chercher pour la déposer ensuite. Au même moment, le père, furieux des révélations que sa fille vient de lui dévoiler, appelle sa mère, Linda, pour lui expliquer qu'il va contacter la police afin de porter plainte contre John Ackroyd. Malheureusement, le lendemain de cet appel, Rachanda Pickle va disparaître. Et sa mère, Linda, sur conseil de John Ackroyd, ne va signaler la disparition de la petite fille que le lendemain, celui-ci lui expliquant qu'il faut attendre 24 heures avant de contacter la police. Une information bien évidemment fausse, qui plus est lorsqu'une enfant de 13 ans est concernée. Une chose surprenante est que le jour de la disparition de la jeune fille, John Ackroyd se baladait en ville avec son appareil photo. Il discutait avec énormément de personnes et insistait pour mettre en évidence cet appareil photo. Le même jour, il a expliqué à Linda qu'il se rendait en forêt pour prendre des photos de cerfs. La chose troublante est que Linda précise qu'auparavant, John Ackroyd n'avait jamais montré d'intérêt pour les photos de cerfs ou de quelconque autre animaux. Cela semblait être une passion soudainement apparue. Un autre point étrange, toujours selon Linda, est que John Ackroyd n'était pas le mari le plus actif sexuellement, et que le jour de la disparition de sa fille, celui-ci lui a sauté dessus plusieurs fois par jour pour avoir des relations sexuelles. Enfin, et certainement le point le plus perturbant, un jour, un officier de la voirie a trouvé un pantalon qui aurait pu appartenir à Rachanda. Il appelle donc John Ackroyd et lui montre cette pièce de vêtement. Mais lorsque celui-ci la tient entre ses mains, l'officier de voirie constate qu'il a une érection. L'ensemble de ces comportements curieux pousse la police à suspecter très fortement John Ackroyd. Ils vont tenter de l'amener avec eux dans des endroits déjà recherchés auparavant,
afin que celui-ci fasse une erreur au moment où il se trouve sur ces lieux. Il est vrai que la police ne dispose que de très peu d'indices pour inculper John Aykroyd, et celui-ci semble avoir lu dans le jeu des policiers et ne dévoile absolument rien. Quelques jours plus tard, un accident de voiture est survenu. L'un des enquêteurs sur la disparition de Rachanda était présent. Il était préoccupé par cet accident de voiture. Non loin se trouve John Aykroyd, et l'enquêteur demande à John de venir lui donner un coup de main pour déplacer une victime. Lorsqu'ils saisissent le corps de cette personne, John Aykroyd va faire une remarque des plus troublantes. Il va expliquer que le poids de la personne qu'ils sont en train de soulever est à peu près similaire à celui de Rachanda. Quelle personne innocente ferait un tel constat face à un policier? Et face à cette absence de preuves qui empêche l'inculpation de John Aykroyd, le procureur du comté va tout mettre en œuvre pour y parvenir. C'est ainsi qu'il met en place un groupe de travail spécifique en vue de l'arrestation de John Aykroyd. Et ceci car les autorités sont persuadées qu'il est impliqué dans la disparition de Rachanda, mais aussi dans le meurtre de Kay Turner. En 1992, le groupe de travail a grandement progressé et il s'apprête à interpeller John Aykroyd puisqu'ils ont réussi à établir le fait que celui-ci avait été le dernier à avoir vu non seulement Rachanda Pickle, mais aussi Kay Turner. Et voilà qu'au printemps de cette même année, Sheila Sanders et Melissa Swanson, deux jeunes femmes, disparaissent. Ceci bloque les autorités dans leur volonté d'arrestation, et ils se concentrent sur ces deux disparitions. Et quelques mois plus tard, sur une route secondaire de l'autoroute 20, les corps des deux jeunes femmes sont retrouvés par des chasseurs. À cette époque, John Aykroyd s'est séparé de Linda et il vit désormais avec sa mère dans la ville de Lebanon. Et l'homme s'est mis à fréquenter un restaurant nommé le Sherry's, un lieu particulièrement apprécié par les adolescents, et notamment par les deux jeunes femmes, Sheila et Melissa. Un témoin vient même préciser qu'à chaque fois que les deux jeunes femmes se trouvaient dans le restaurant, il y avait John Aykroyd. Et ce témoin précise qu'il ne se contentait pas seulement d'être présent, il se rendait auprès des deux jeunes filles et leur parlait. Il avait un réel intérêt pour les deux. Un jour, les deux jeunes femmes envisageaient de faire du camping non loin de Newport. Dès lors que les deux jeunes femmes avaient exprimé cette volonté de camping, John Aykroyd s'est mis à expliquer qu'il avait une maison sur la côte et qu'il y organiserait une fête. Il précise aussi, et il fait bien savoir à tout le monde qu'il allait prendre ses vacances au même moment où les filles avaient prévu de se rendre à Newport. Les deux adolescentes entament donc leur voyage et se rendent à Newport, mais elles décident finalement de ne rester qu'un jour et de rentrer. Elles contactent des amis afin de savoir si l'un d'entre eux peut venir les chercher afin de les rapatrier. Malheureusement, aucun n'est disponible. Elles s'engagent alors sur la route et font de l'autostop. Et c'est la dernière fois que Sheila et Melissa ont été vues vivantes, avant que leur corps soit retrouvé par les chasseurs. Par ailleurs, John Aykroyd travaille sur des chantiers éparpillés dans l'état de l'Oregon. Il ne croise que très rarement des collègues à lui. Mais le soir de la disparition de Sheila et Melissa, John Aykroyd se présente à l'un de ces chantiers. Ses collègues sont surpris de le voir sur les lieux et ils constatent qu'il est recouvert de sang. John Aykroyd va justifier cette présence d'hémoglobine sur lui par le fait qu'il a percuté un cerf et qu'il l'a éviscéré ensuite. Bien entendu, ses collègues n'étaient pas au fait de la disparition des deux jeunes femmes et ont cru la version de John Aykroyd. Le 12 juin 1992, John Aykroyd est arrêté pour le viol et le meurtre de Kay Turner. Mais il n'est pas arrêté seul, Roger Beck est également en état d'arrestation. Ce dernier est un ami de John Aykroyd et il n'a jamais été inquiété puisque lors des premières enquêtes, ils ne se sont pas intéressés à son cas, mais le groupe de travail, en revanche, s'est penché sur lui. Et lorsque les enquêteurs ont décidé d'interroger les proches de Roger Beck, ils ont découvert avec leur témoignage que celui-ci se vantait d'avoir violé et tué une joggeuse en compagnie de John Aykroyd. Par ailleurs, les deux meurtriers se sont compromis lorsqu'ils ont annoncé à plusieurs personnes, avant que les autorités ne soient au courant, que Kay Turner avait été abattue et poignardée. En effet, les autorités ayant examiné de manière approfondie les vêtements de Kay Turner ont pu déterminer que celle-ci avait été exécutée que bien plus tard lorsqu'ils ont trouvé des traces de plomb sur ses vêtements. Et souvenez-vous, selon John Aykroyd, il est le seul à avoir découvert le corps de la jeune femme. Par conséquent, Roger Beck n'aurait dû détenir absolument aucune information là-dessus. Malheureusement, il n'y a absolument aucune preuve directe qui relie John Aykroyd et Roger Beck à ces meurtres. Néanmoins, la police va présenter au jury l'ensemble des contradictions et des mensonges des deux hommes, en espérant que ceci les convainc. D'ailleurs, l'un des mensonges qui fera basculer cette affaire est lorsque John Aykroyd affirmera avoir vu le crâne de Kay Turner. Cette affirmation est totalement fausse, puisque le crâne de la jeune femme n'a été retrouvé que quelques mois plus tard, en 1980, alors que John Aykroyd avait expliqué l'avoir vu là où se trouvaient les autres ossements,
Le problème, c'est que le crâne se trouvait à 800 mètres de là. Le jury, après tous ces éléments, va se laisser convaincre et va condamner John Aykroyd à une peine d'emprisonnement de 15 ans. Roger Beck également sera condamné à une peine d'emprisonnement pour ce meurtre de Kay Turner. Mais en 2010, alors que John Aykroyd est sur le point d'être libéré, les autorités mettent tout en œuvre pour qu'il reste en prison. Et de nouveaux éléments vont apparaître dans l'affaire de Rachanda Pickle, la jeune fille de 13 ans qui a disparu le jour des révélations d'attouchements sexuels. Une nouvelle fois, ce sont des éléments indirects, des mensonges et des contradictions de la part de John Aykroyd qui vont permettre de le condamner. Car en effet, celui-ci va plaider coupable pour ces accusations et va voir sa peine d'emprisonnement prolongée. Et celui-ci ne sortira jamais de prison, puisqu'il y mourra le 30 décembre 2016. John Aykroyd aura donc sévi sur l'autoroute 20 qui traverse l'Oregon pendant des années. Et les victimes dont on a connaissance ne sont peut-être pas les seules. Pourtant, il a été extrêmement difficile pour les autorités de placer ce meurtrier derrière les barreaux, bien que les premières enquêtes ont été traitées avec légèreté, il faut le rappeler. Puisque souvenez-vous du premier cas de Marlène Gabrielsen, l'homme qui l'a violée brutalement était en fait John Aykroyd. Malheureusement, la justice n'a pas été rendue envers cette femme qui aura souffert des années durant psychologiquement de cette agression. Selon vous, et au vu des quelques preuves indirectes que je vous ai présentées, John Aykroyd aurait-il dû être condamné? Puisqu'après tout, effectivement, même si on peut fortement suspecter cet homme, rien ne le relie directement. Personnellement, je suis convaincu, tout comme le jury, qu'il est un meurtrier multirécidiviste et que sa place était en prison. Néanmoins, la question mérite d'être posée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'oubliez pas les comptes Instagram et Twitch qui sont en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.